Laïssen, vous êtes directeur général de SCAT International, qui est l'un des acteurs de cette étude. SCAT International est une entreprise reconnue de la place et c'est sur la base justement de vos acquis que cette mission importante stratégique vous a été confiée. Pouvez-vous nous présenter votre organisation et les raisons, à vos yeux, qui ont justifié que vous soyez retenu justement pour une mission aussi importante? Disons que c'est plusieurs raisons. Premièrement, les termes de référence demandaient quand même des compétences assez fournies et l'expérience dans le domaine du laboratoire national. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'ériger le CEREC en un laboratoire national et de mettre en place une structure indépendante de contrôle des laboratoires. Ceci se justifie à travers plusieurs raisons. Premièrement, il y a le besoin stratégique de développement durable avec des infrastructures de qualité. Vous savez, le secteur des BTP, c'est un secteur très développé, qui est un secteur moteur économique et un secteur de développement. Les infrastructures sont à la base de tout développement. Et aujourd'hui, on fait des infrastructures, mais il faut assurer la qualité de ces infrastructures-là. Mettre en place un laboratoire national reviendrait à mettre en place une structure de référence reconnue de par ses compétences, capable de diagnostiquer, de mener tout ce qui est investigation dans le domaine des infrastructures pour assurer ce besoin de qualité. Pour le choix des acteurs, des consultants, il fallait avoir dans un premier temps des personnes ou bien une société qui a eu à faire ce genre de choses. Vous savez, la mise en place d'un laboratoire, ça ne se fait pas tous les jours. En Afrique, on peut compter très peu de pays qui sont arrivés à ce stade-là. Et on n'en fait pas tous les jours dans un pays. Un laboratoire national, on le fait une fois dans un pays, mais pas 2 fois, 3 fois. Donc pour nous, ça a été une chance de participer à cela, mais cela se justifie également parce que du fait qu'il fallait avoir ces compétences-là, on ne pouvait pas les trouver dans une seule société. Il fallait donc chercher des partenaires et mettre en association les compétences pour pouvoir répondre. C'est pour cela que nous avons trouvé un partenaire stratégique qui est le CBTP, Ginger, qui a eu à accompagner des pays en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Maroc, pour mettre en place ce genre de laboratoire. Et c'est ça qui justifie notre association et qui nous a permis de réunir les compétences et les références, d'une part de notre côté dans le domaine des bâtiments et des travaux publics, et le CBTP dans le domaine des laboratoires. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est une expérience que nous allons acquérir, c'est également aussi des références qui sont assez importantes qu'on ne retrouve pas souvent. Dans le contexte sénégalais, quels sont les obstacles au respect de la réglementation? Parce qu'on sait bien que le secteur des routes, du BTP, des grands ouvrages obéit à une réglementation, mais la difficulté, c'est justement de réunir tous les moyens de contrôle qui permettraient de construire, sécuriser et durable. Dans le contexte sénégalais et à travers cette étude, quels sont les points sur lesquels on doit mettre l'accent pour garantir la sécurité et la qualité des ouvrages? Le premier point, c'est surtout il faudra les moyens humains. Et quand je parle des moyens humains, je parle notamment en ressources, en compétences. Ça, c'est important. Parce que quand on est un laboratoire national et un laboratoire de référence, il faut avoir quand même un niveau de compétence assez pointu, reconnu sur le plan international, et également avoir aussi des moyens en matériel et en équipement. Un laboratoire, ça coûte cher. Un laboratoire national que nous voulons au Sénégal, c'est un laboratoire transversal qui pourra intervenir dans tous les secteurs du BTP. Les routes, les ouvrages d'art, les bâtiments. Et dans le domaine du bâtiment, il faut plus intervenir dans le domaine du gros œuvre, tout ce qui est béton armé, ouvrage précontraint, tout ce qui est au second œuvre, ça peut être les menuiseries, ça peut être tout ce qui est isolation, du point de vue thermique, du point de vue acoustique, et des essais sur les matériaux. Et également, il faudrait avoir un volet de recherche, parce que le développement dans un pays, il faudrait utiliser des matériaux locaux, promouvoir ce développement, des sujets de recherche qui pourront aboutir à des résultats et à l'amélioration, disons, de cette recherche-là qui permettra d'aboutir à des ressources qui nous appartiennent pour aller dans le cadre du développement.
Donc, le plus difficile, c'est avoir les compétences humaines, avoir les moyens en équipement, matériel de contrôle, qui sont fiables, avoir également des procédures de métrologie, notamment la fiabilité des essais et des mesures, pour pouvoir assurer également des résultats fiables. Et ça, je dirais que ces difficultés-là, c'est à ces deux volets essentiellement. Bien entendu, aussi le fait que les technologies évoluent, il faudrait quand même également une formation, mettre en place des systèmes de formation continue dans le domaine de l'évolution des normes, des réglementations, et c'est également un volet qu'on peut toujours recadrer dans le domaine humain. Alors, les conditions de succès de l'étude, donc là vous avez fixé les objectifs et les attentes du pays, mais il y a aussi des acteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, ce laboratoire de référence va examiner les produits ou les demandes d'un certain nombre d'acteurs. Comment peut-on faire pour que ces acteurs se retrouvent dans cette démarche? Quels sont les préalables à mettre en place en matière d'équidistance vis-à-vis des différents acteurs ou en matière de transparence des procédures? Ce qui est important, c'est sur le plan juridique d'abord. Le laboratoire qui était là, le CEREC, est un laboratoire qui est dans un domaine concurrentiel parce qu'il est dans le secteur purement commercial, il fait des interventions sur le terrain, il est totalement opérationnel. Aujourd'hui, quand on parle d'un laboratoire national, il faudrait qu'il soit un peu au-dessus de ces gens-là, qu'il ne rentre plus dans le domaine concurrentiel, qu'il soit un laboratoire suffisamment du côté de l'État, des pouvoirs publics, qui a aussi une vocation d'intérêt public, qui fait de la recherche, qui fait du développement au service du public. Donc, il ne doit pas être jugé parti, il ne doit pas être intéressé dans cela, financièrement. Donc, il faudrait cette indépendance de ce laboratoire national, qui lui permettra également d'intervenir du côté du maître de l'ouvrage en tant que conseil, en tant qu'assistant au maître d'ouvrage par des conventions, et qui lui permettrait de faire des avis, des audits, des diagnostics techniques de façon tout à fait indépendante. Et maintenant, laisser la partie opérationnelle aux privés qui vont également jouer ce rôle-là, de faire des essais, de faire des investigations, etc., etc. Et maintenant, ce laboratoire-là doit jouer un rôle de régulateur. Il doit veiller, s'assurer que les autres laboratoires privés font correctement leur travail. Parce qu'il y va de la qualité et de la durabilité des infrastructures. Et à ce niveau-là, il fera une mission de contrôle de ces laboratoires-là. Il y aura peut-être un système d'accréditation de ces laboratoires pour qu'ils soient reconnus compétents. Et ça également, ça permettrait aux laboratoires privés de se hisser à un niveau de compétence plus élevé. Ça, c'est une condition qui est assez importante. La deuxième chose, c'est que aussi, il faudrait que ce laboratoire national ait suffisamment de ressources pour fonctionner. Parce qu'avoir les ressources, ça va se justifier, ce n'est pas seulement des ressources humaines, mais il faudrait également des moyens financiers. Et cela également, il faudrait que l'État, à travers ses projets, parce que l'étude que nous avons menée ont montré qu'il suffirait que l'État donne des conventions d'assistance technique à des taux assez faibles pour permettre ce laboratoire-là d'être indépendant financièrement et de pouvoir assurer également ses missions de régulation et ses missions de contrôle, de recherche et de développement. Donc ça a un volet stratégique de développement et je pense que ça, les autorités en sont conscientes et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui que cette mission nous a été confiée. Dernière question, que peut-on attendre de l'intégration régionale? Comment ce laboratoire peut-il devenir un laboratoire de référence à l'échelle régionale? Ce laboratoire-là, sur le plan régional, va servir d'exemple, de référence dans la mesure où ce qu'on veut faire, on ne l'a pas vu dans un autre pays de l'Afrique. Qu'il ait une mission stratégique de l'État, tout en étant indépendant, mais en faisant parallèlement des aspects de recherche et de développement. Et à ce niveau-là, sur le plan régional, au niveau de l'IOMOA, il faudrait que ce laboratoire-là puisse même intervenir non seulement au Sénégal, mais en dehors du pays, dans la sous-région, pour apporter son expertise, de par une redynamisation de son équipe, de par une rénovation de ses équipements et également des dotations en équipement de technologies avancées et pointues. Et à ce niveau-là également, il faut qu'il puisse, sur le plan métrologie,
pouvoir aussi assurer un contrôle, même si c'est en interne sur le plan météorologique, ce qui n'enlève en rien les autorités d'avoir une météorologie régionale, mais dans le cadre de ces missions, il a besoin d'avoir des procédures et des moyens qui lui permettent au moins d'assurer la fiabilité de ces résultats, de ces équipements. Et ça, je pense que ça va être de l'accompagnement qu'il pourra également assurer aux autres partenaires dans le cadre du développement ou de l'émergence même de notre zone.